de la sensation d'élasticité lorsqu'on marche sur des cadavres. De Mattei Wiśniek. Note de l'auteur. Cette pièce est née d'un désir de rendre hommage à Eugène Ionesco au moment du centenaire de sa naissance. À l'époque où je découvrais les pièces de Ionesco, dans une Roumanie communiste où l'absurde quotidien rivalisait avec le théâtre de l'absurde, je découvrais en effet un outil extrêmement efficace de lutte contre l'oppression, la bêtise et le dogmatisme idéologique. Je voudrais aussi dédier cette pièce à tous les écrivains de l'Europe de l'Est qui se sont battus contre la littérature d'État et contre l'art officiel, parfois au prix de terribles épreuves et souffrances. En tant qu'hommage à Ionesco, cette pièce évoque naturellement son univers et surtout les personnages et les situations dramatiques de plusieurs de ses pièces, La cantatrice chauve, La leçon, Les chaises, Rhinocéros. Sacrilège total, peut-être, mais aussi hommage. Dans cette pièce, mon personnage est obsédé et hanté par la cantatrice chauve. Elle ose même apparaître et converser avec lui, raison pour laquelle je demande humblement pardon à Ionesco. Enfin, je tiens à remercier celui qui m'a inspiré cette pièce. Il s'agit de Nicolae Balota, écrivain et critique littéraire. Entre 1956 et 1964, il a été emprisonné en Roumanie pour ses convictions politiques. Les personnages et les interprètes. Le poète, Jean-Marie Sirgue. Le rédacteur en chef, le monsieur aveugle, le directeur du théâtre. Voix 1, le prof de philo, Guy Moigne. La serveuse Mitzi et musique accordéon, Claire Foreau. Comédienne 1, Vera, la sœur du poète, la cantatrice chauve, Marie Cuvelier. Le mari de Vera, voix 3, l'ancien magistrat, Béranger, Jean-Luc Paliès. Comédien 2, le secrétaire 1 de la commission idéologique pour la littérature, un gardien, le commandant, Christian Termis. Comédien 1, le secrétaire 2 de la commission idéologique pour la littérature, le journaliste, voix 2, l'ancien ministre, le juge, un gardien, Michel Tavernier. Mirella et Didascalie, Valérie Chocard. Plusieurs comédiens s'apprêtent à commencer le spectacle Rhinocéros. Ils sont sur scène derrière le rideau et guettent la salle. Il y a quand même du monde, plus que nous. L'ambassadeur est là. Et Ionesco, je le vois pas. Il viendra pas. Mais si, il viendra. Alors il est en retard. Ah, il n'est jamais en retard. Il vient quand il veut. Il est 18h pile. On attend encore 3 minutes. Moi, je crois pas qu'il... Arrête. Ionesco est comme ça. Ou il ne vient pas, ou il est en avance, ou il est à l'heure, ou il est en retard. Le gong sonne. Bon, on commence, on verra après. D'un défilé de la classe ouvrière dans un pays communiste de l'Europe de l'Est en 1958. Le rédacteur en chef est le poète qui lit un poème. On avait mangé comme des cochons. Poussés par un monstrueux appétit, on avait connu la jouissance suprême. Et maintenant nos bouches se reposaient, quoiqu'encore avides d'arômes. Les verres renversés glougloutés, les couteaux enfoncés dans les tranches de pain et dans les boulettes de viande continuaient à vibrer doucement, prolongeant ainsi la mémoire de nos mains. Ça sentait le sang et la viande hachée, le vinaigre et la peau brûlée. Ça sentait les assiettes léchées et la sueur. Nous étions fiers de nous-mêmes. L'histoire avait festoyé avec nous. Et maintenant, pieds nus,
Elle dansait autour de la table sur les éclats de verre cassés. Nous étions fiers de nous-mêmes, quoique un peu fatigués. Et c'est alors que la misérable question tomba. Et maintenant, qui fait la vaisselle? Pas moi, dit Marx. Moi non plus, dit Engels. De toute façon, pas moi, répondit Lénine. Il y avait encore Staline, mais Staline dormait déjà depuis un bon moment, la tête entre les deux assiettes sales. Et puis, il restait moi, le dernier arrivé. Moi qui avais mangé plutôt par politesse, moins que tous. J'ai plongé mon regard dans leur œil unique, un seul œil posé sur la tourelle d'un char, un œil gigantesque comme un phare qui pirouettait à 360 degrés à chaque mouvement de la bourgeoisie. J'ai vu que leur œil pissait à présent du sang. Je me suis aperçu moi-même dans leur œil, moi tout seul, devant un évier plein d'eau noirâtre, et toute la vie devant moi pour laver, obéissant, les tonnes d'assiettes et de bols, et les millions de couteaux. Sergio. Oui, je sais, tu ne peux pas publier ça. Faut que tu fasses une pause. Dis au moins que c'est un mauvais poème. Sergio. Oui, Aurel. On se connaît depuis combien de temps, nous? Dis-moi que ça risque de déranger la classe ouvrière. Sergio, tu ferais mieux de ne pas écrire pendant un temps. 1 an 3, 6 Je suis déjà sur la liste noire? C'est une pause. C'est bien écrit, mais ne montre rien à personne. En ce moment, je n'ai aucune marge de manœuvre. Les directives sont claires. Oui, je vais écrire pour moi-même, pour mes tiroirs. Mais le problème, cher camarade rédacteur en chef, c'est que ma vie déborde de poèmes. Ma caboche est bourrée de poèmes. Dès que j'ouvre la bouche, je vomis des poèmes. Même quand je pisse de la poésie. Quand j'écris déjà sur des piles de poèmes. Je suis suffoqué par mes propres poèmes. D'ailleurs, tu as bien remarqué que dans ce pays, jour et nuit, tout le monde écrit des poèmes. Plus la bêtise augmente, plus les gens écrivent des poèmes. Allez, offre-moi un petit verre de vodka. Non, on n'a plus le droit de boire dans la rédaction. Il sort quand même une bouteille et 2 verres. Ils boivent. Écoute, ils ne peuvent pas nous faire ça. S'il te plaît, ne parle pas aussi fort. Ils ne peuvent pas nous faire ça. Mais si. Et mes traductions? Serge, tu es fou. Comment veux-tu que je publie L'Autre et Hamon dans une revue littéraire qui s'appelle La littérature socialiste? Et la cantatrice chauve, tu l'as lu? C'est même pas la peine que j'essaie. Mais qu'est-ce qu'elle a? C'est pour rire. L'homme nouveau a aussi besoin de rire. Ils ne l'accepteront jamais à la censure. Il. Mais qui sont-ils, ces ils? Traduis plutôt Aragon. S'il te plaît, traduis Marcel Pagnol. Pagnol, ça passe. Donc tu me laisses mourir de faim. Il faudrait que me fusiller, moi je comprends plus rien. Tu ne comprends vraiment pas, Sergio, qui sont maintenant les maîtres de ce pays? Non. Et moi, de toute façon, je n'ai qu'un seul maître, la poésie. Voilà. Je vis avec cette dame depuis une 40aine d'années. C'est elle qui est responsable de mon âme. Et je ne vais pas la quitter maintenant. Tu crois que pour moi c'est facile? Bon, fais une pause, Sergio. Allez, au revoir. Au restaurant de l'Union des écrivains, très tard, il n'y a que 2-3 personnes attablées. Le poète et Mitzi, la serveuse. Mitzi! Oui. Je suis à sec. Oh non, Encore une. je ne peux pas, vraiment. Mitzi, tu sais que je fantasme sur toi. Non, commencez pas. Mitzi, apporte-moi encore une petite vodka. Non, je ne vous apporte rien. Vous êtes déjà sous. Le camarade responsable du bar m'interdit de servir les camarades écrivains qui sont déjà sous. Dis à Chapira que je ne le considère pas en simple responsable de bar, je le considère en artiste. Ça fait des années qu'il nourrit nos âmes avec la meilleure vodka. Le fait qu'il sache où trouver de la bonne vodka, c'est un signe de grande noblesse intérieure. Va à Chapira et dis-lui que je le considère
en artiste. Mitzi va au bar et revient. Alors? Le camarade Chapira vous remercie, mais il dit non. Mais pourquoi? Parce que vous êtes ivre. Oh, Mitzi, dis à Chapira que je suis pété, mais regarde, je suis capable de me lever de la table tout seul. Correct. Je marche sans trébucher, dans la bonne direction, comme le parti. Je peux aller pisser tout seul. Tout à l'heure, je suis d'ailleurs sorti dans la cour et j'ai vomi tout seul. Et en plus, je suis même encore capable de bander, hein. Bah, si tu arrêtes de dire non, bien sûr. Je vous ai servi déjà 7 petites vodkas, c'est assez. Mitzi, viens là. Oui, camarade Sergio. Raconte-moi pourquoi on t'a fait virer de l'école de littérature. Parce que je n'avais pas le niveau. Ce n'est pas juste. Le parti t'a fait une injustice. Tu écrivais très bien. Je me rappelle de tes petites fables. Elles avaient une fraîcheur. Mais non. Mais si. Va à Chapira et dis-lui qu'il est le sculpteur de mon âme et que je vais lui dédier un poème. Il l'embrasse sur le front. Mitzi va au bar et revient avec un verre de vodka. Voici. Mais c'est vraiment, vraiment le dernier. Assieds-toi, Mitzi. Et camarade Chapira dit que vous devriez écrire de temps en temps des poèmes patriotiques. Au moins une fois par an. Oui, très bien. Et tout le temps, on me reproche de ne pas écrire des poèmes patriotiques. Pourtant, j'aime ma patrie. Regarde-moi, Mitzi. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui n'aime pas sa patrie? Non. J'aime les femmes de ma patrie. J'aime le vin de ma patrie. Il faut aussi aimer le parti. Hein? Oui. Dis-moi, Mitzi, si tu étais le parti, tu aurais le temps de lire tous ces poèmes patriotiques? Vous êtes sous, camarade, et vous dites des bêtises. Écoute, Mitzi, je vais écrire moi aussi un grand poème patriotique. D'accord? Je le fais pour toi. Et pour Chapira. Et pour encore un petit verre de vodka. D'accord? Le poème d'abord. Correct, d'abord le travail. Je vais te le dicter. Oui. Mais alors écris comme ça. J'écris où? Mais ici, sur la nappe. Je vous écoute. Ce silence fait déjà partie du poème. Il se concentre, vide le verre et puis il dicte. Poème patriotique. Écrit par le minable poète Sergio Penegaro à 2h du matin au resto de l'Union des écrivains quand plus rien ne l'empêchait de dire la vérité. Ça, c'est le titre? Oui. Parti. J'aime t'avoir dans ma bouche comme une gorgée de bonne vodka. J'aime te sentir dans la salle d'attente de mes mots. Alors voilà. Je me mets à genoux devant toi et je t'embrasse le nombril. Et je t'embrasse les mains, et je t'embrasse les genoux, et je t'embrasse les chevilles, et je t'embrasse même la plante des pieds. Malgré le fait qu'ils sentent mauvais, tes pieds, cher parti, car tu marches beaucoup, et tu n'as pas toujours le temps de laver tes chaussettes, tes bottes. Mais moi, j'aime bien lorsque tu marches sur mes lèvres, et quand tu marches sur moi, tout simplement, et sur d'autres millions de cadavres. Oh, comme ça doit être agréable, la sensation d'élasticité lorsqu'on marche sur des cadavres. Oui, cher parti, je suis ton tapis de mots. Et pour te montrer à quel point je t'adore et je te désire, cher parti, je t'embrasse aussi sur le cul. Oh, je ne peux pas écrire ça. Pourquoi, Mitzi? Camarade Sergio, je ne suis qu'une serveuse. Pourquoi vous me faites ça? Quand on m'a emmenée à Bucarest pour l'école de littérature, je savais à peine lire et écrire. On m'avait choisie seulement parce que j'étais une enfant de paysan pauvre. Mais je n'avais pas de vrai talent. Alors on m'a offert ce poste de serveuse au resto de l'Union des écrivains pour que je reste quand même dans la littérature. Et j'y suis heureuse. Je sers des gens qui ont du talent. Mais vous êtes un peu fou, camarade Sergio. Mitzi, je suis fatigué, je n'ai plus la force de rentrer chez moi, je vais dormir ici. Vous n'avez pas le droit. Et si? Je sais bien que tu m'aimes un peu. Je vais m'allonger sur 4 chaises. Voilà tout ce que je demande à ma patrie, 4 chaises. Arrête de chialer, Mitzi. Je suis quand même membre de l'Union des écrivains. Et il faut que je dorme maintenant. Quelque chose de très bizarre se passe à ce moment. Le couvercle d'une sorte de trappe dissimulée dans le plancher
se met à se lever doucement. Mais Mitzi le referme d'un coup de pied ferme. Dans le restaurant vaguement éclairé par une ampoule de service, toutes les chaises sont posées sur les tables, à l'exception de celles sur lesquelles dort le poète. Un personnage étrange entre et se met à examiner les nappes. On dirait un expert qui déchiffre des traces d'écriture sur les nappes. Une horloge bat 3 fois. L'expert s'éclipse. Le poète sursaute, regarde autour de lui. Le poète va ouvrir la porte. Oh, Monsieur Ionesco. Oh, quel plaisir, vous êtes venu quand même. Je suis vraiment touché. Ça fait des années que je veux, que j'espère vous connaître. Non, venez, venez, prenez place à côté de monsieur le comte de Lautréamont. Monsieur le comte, je vous présente monsieur Eugène Ionesco, l'auteur d'une admirable, incroyable pièce que je viens de traduire et qui s'appelle La cantatrice chauve. Monsieur Eugène Ionesco, je vous présente monsieur le comte de Lautréamont, que vous connaissez sûrement déjà. Je me suis permis de donner une nouvelle traduction de ces chants de Maldoror, parce que la version qu'on avait était inacceptable. Oh bah oui, monsieur Ionesco, vous pouvez fumer. Moi, je ne peux pas vous dire à quel point je suis poursuivi depuis que j'ai fini la traduction de votre pièce. La cantatrice chauve est entrée dans ma vie, elle m'accompagne partout. L'autre jour, j'étais dans la rédaction d'une importante maison d'édition où justement on me refuse toutes mes traductions. Et au moment où j'ai failli briser une bouteille de vodka sur la tête du camarade directeur, une main légère s'est posée sur la mienne. C'était la cantatrice chauve. L'horloge bat 3 fois. Le poète va ouvrir. Mitzi entre, mais elle n'a pas l'air de remarquer la présence du poète. Monsieur André Breton, c'est vous? Mitzi, aide-moi à ramettre ces chaises. Aujourd'hui, on reçoit la grande littérature française. L'horloge bat 3 fois. Le poète va ouvrir. Mitzi entre et se met à balayer la pièce. Elle ne voit ni le poète, ni ses invités. Ah, monsieur Tristan Tzara, je vous attendais. Entrez, entrez. Mitzi, une chaise pour monsieur Tristan Tzara. Alors, je me rappelle ce poème de vous en un vers. Les chiens traversent l'air dans un diamant. Merveilleux. Oh, monsieur Raymond Queneau, oh, quelle belle surprise. Mitzi, encore une chaise. Mon Dieu, on va manquer de chaise. Il ouvre la porte. Monsieur André Gide. Mitzi, une chaise pour monsieur André Gide. Le jeu s'accélère. Monsieur Camus, entrez. Monsieur Beckett, entrez. Mitzi, encore 2 chaises. Monsieur Alfred Jarry. Mitzi, encore 3 chaises. Mes chers amis, merci d'être tous venus. Voilà. Donc, oui, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous êtes sur la liste noire. On n'a plus le droit ni de vous citer, ni de vous traduire. Vous êtes, pour citer les directives de notre commission idéologique, les représentants d'un art pourri, d'une pensée malsaine et d'une attitude réactionnaire. Mais moi, je vous demande quand même la permission de publier vos œuvres dans ma toute nouvelle revue d'avant-garde qui s'appelle La Nappe Blanche, que je vais inaugurer maintenant avec vous. Elle s'appelle La Nappe Blanche parce qu'elle sortira sur les nappes du resto de l'Union des étudiants. Voilà, 7 nappes sont déjà prêtes. Le poète incline les tables pour que les textes écrits sur les nappes puissent être vus par le public. Entre le double secrétaire de la commission idéologique pour la littérature. Ils arrachent toutes les nappes noircies avec l'écriture du poète. Dégage! Allez, camarade Pénégarou, vous n'êtes pas invité à cette action. Mais j'enseigne quand même la poésie classique dans cette école. Non, vous n'enseignez plus rien. Vous ne faites plus partie de cette école. Savez-vous que Staline a écrit lui-même des poèmes? Oui, oui, dans sa jeunesse, le grand Staline a été aussi un grand poète. Mais par modestie révolutionnaire, il n'a jamais voulu publier ses poèmes. Sachez qu'on a quelque chose à vous reprocher au nom du parti. Vous buvez beaucoup trop. Oui, oui, c'est ça la réalité. Vous picolez trop. Vous êtes trop porté sur la bouteille. Et on vous dit, au nom du comité central du Parti communiste, maîtrisez-vous. Arrêtez de boire autant. Et surtout, ne dites pas que votre inspiration est stimulée par un verre ou 2 de vodka. Non, camarade, le parti n'a pas besoin d'une poésie patriotique écrite sous l'influence de l'alcool. Ne donnez pas un mauvais exemple en tant qu'écrivain du peuple. Et puis, nous avons constaté beaucoup de carences en ce qui concerne l'amélioration du niveau idéologique. La presse du parti, il faut la lire tous les jours
On doit aussi une réponse aux camarades qui disent vouloir être un peu plus au courant avec ce qui s'écrit à l'Ouest. D'accord. Le parti comprend ce désir. Du monde occidental nous parviennent des échos concernant des courants et des tendances dites artistiques. Le cubisme, le dadaïsme, le surréalisme, le théâtre de l'absurde. Vous avez raison. Il faut connaître un peu toutes ces formes d'aberrations décadentes pour mieux les démolir. Le parti a donc décidé d'ouvrir en conséquence un fonds spécial à la bibliothèque de notre école de littérature. Ce sera, si vous voulez, une sorte de cabinet de monstruosité. Nous allons donc organiser un cabinet de monstruosités littéraires et artistiques où vous pourrez aller voir, lire les antipièces de Ionesco et Beckett, les sous-romans de Kafka et d'André Gide, les sous-poèmes de Tristan Tzara et d'André Breton, et ainsi de suite. Bistrot surréaliste. Tout autour des murs, il y a des bocaux énormes pleins d'alcool, dans lesquels flottent les photos des écrivains cités un peu plus haut. Chaque bocal est prévu avec un robinet en bas. Le rédacteur en chef boit tout seul à une table. Le poète entre, une nappe blanche nouée comme un foulard autour du cou. Tiens, Aurel, je t'ai apporté un poème patriotique. Qu'est-ce que tu fous ici? Alors? Tu te caches pour boire tout seul, c'est ça? Comment t'as fait pour me trouver ici? Mais c'est un local public. Tout le monde a le droit de se saouler la gueule ici. Ah, c'est vrai que c'est un peu glauque, hein, mais... Je ne veux pas être vu avec toi, Serge. Étrange. Quand je viens te voir dans la rédaction, tu m'appelles Sergio. Et quand nous sommes ailleurs, tu m'appelles Serge. Ne t'assieds pas à ma table. Bon, d'accord. Et tu m'offres quand même un verre. Va t'en servir un. Le poète s'approche du bocal qui contient la photo de Lautréamont, hésite, se dirige vers le bocal où se trouve la photo de Ionesco. Aujourd'hui, je bois avec Ionesco. Il ouvre le robinet et remplit le verre. Chose étrange, le bocal géant se vide d'alcool. Pourquoi ne veux-tu pas publier La Cantatrice Chauve? Serge, si je te dis une chose importante qui te concerne, tu me laisses tranquille et tu te barres? Oui. Promis? Oui. Mais tu es sûr que tu pourras continuer à boire tout seul? Oui. Sûr. Sans ton meilleur ami? Oui. Bon, alors je t'écoute. Tu es sur la liste noire, Serge. Interdiction de publier quoi que ce soit. Maintenant, tu piges. Ou dans les toilettes? Non. Même dans les toilettes publiques. Si tu griffonnes un poème et que tu le signes, t'es foutu. Merci Aurel, merci, je ne savais pas. Bah tiens, justement, j'ai envie de pisser. Voilà. Je ne pourrai plus jamais rien faire pour toi. Et je ne sais pas si je peux encore faire quelque chose pour moi. Merde. J'ai vraiment très envie de pisser. Je te laisse, hein. Et au revoir. Ah, attends, Serge. Prends cet argent. Pourquoi faire? L'hiver arrive et ça va durer. Va t'acheter un gros manteau, des gants, une bonne paire de bottes. On aura besoin. Il faut que tu aies ta valise préparée. L'hiver arrive dans une limousine noire, à 5 heures du matin. Il frappe à ma porte. Les poètes qui écrivent sur la neige sont dangereux, et en hiver, on les enferme dans la maison de fond. Sur le mur du bistrot glisse la tête géante du rédacteur en chef. Camarades, j'ai lu avec beaucoup d'attention plusieurs fois La Cantatrice Chauve d'Eugène Ionesco, traduite par le camarade Sergiu Penegao. Et je ne propose pas ce texte pour être publié dans notre pays. Je considère que ce texte est l'exemple même d'une littérature bourgeoise décadente qui n'a rien à voir ni avec la culture socialiste, ni avec les exigences du réalisme socialiste. Ce type de délire verbal pratiqué par certains ainsi dits écrivains français n'a aucune valeur, n'a aucune place chez nous, dans la culture prolétaire mise au service de la construction scientifique d'un monde meilleur. Si Eugène Ionesco
peut-être édité en Roumanie, qu'ils viennent voir le nouveau visage de ce pays, qu'ils s'inspirent dans la réalité socialiste. Cette cantatrice chauve est un personnage douteux et stupide. Nous, on n'est pas un pays de cantatrices chauves. Chez nous, cela n'existe pas. Ce n'est même pas un personnage satirique, c'est pratiquement n'importe quoi. En France, on appelle ça théâtre de l'absurde. Mais nous, on n'est pas un pays de l'absurde. On ne construit pas une société de l'absurde. Non, on n'a pas besoin de l'absurde. Voilà pourquoi, camarades, je considère que les pièces absurdes de Ionesco doivent être interdites dans notre pays, comme d'ailleurs dans tous les autres pays frères qui construisent le socialisme. Le rédacteur disparaît. Le poète dort, assis sur une chaise dans le bistrot surréaliste. Une porte s'ouvre. Sur le plancher, c'est à l'ombre de la cantatrice chauve. C'est vous, madame la cantatrice chauve? Oui. Vous êtes venue m'aider à disparaître. C'est le conseil qu'on m'a donné, vous savez. Oui. Il faudra, oui, que je fasse une pause. Non, ça fait plus d'une trentaine d'années que j'écris. J'ai touché à tout. J'ai écrit des poèmes en vers libres, des poèmes en prose, des pièces poèmes. Tout ce que je touche se transforme en poésie, ou plutôt dans une sorte de brouillard. Ça ne vous pose aucun problème de venir me voir comme ça, tout en sachant que vous n'êtes qu'un personnage qui n'existe même pas? Non. Voulez-vous que je vous fasse découvrir cette ville, Bucarest? Oui. Je l'aime beaucoup, vous savez. Je ne suis pas né ici, je suis né en Transylvanie. Là-bas, nous sommes un peu plus rigoureux, plus sérieux. Mais ici, c'est les Balkans. Je vous offre mon bras. Cette ville est splendide la nuit et très tôt, au lever du soleil. Et vous savez pourquoi? Non. Elle est splendide quand elle est déserte. Ce sont les gens qui la salissent. Vous savez comment on l'appelait entre les deux guerres? Non. On l'appelait le Petit Paris. Il y avait des cafés partout et des guinguettes, comme à Paris. Les hommes portaient des chapeaux haute forme en feutre de laine. Et vous savez comment on les nommait? Non. On l'appelait le chapeau haute forme un Joben. Parce que le premier chapelier français qui s'était installé à Bucarest s'appelait Monsieur Joben. Mot qui n'existe pas en français. Voici une belle histoire, n'est-ce pas? Oui. Et c'est tout ce que vous savez dire, madame Oui ou non? Vous tremblez, monsieur le poète. Vous devez avoir froid. En effet, ça fait 2 heures que j'ai envie de pisser et j'en peux plus. Vous me pardonnez 2 secondes, je reviens tout de suite. La cantatrice se décoiffe. Indicatif de Radio France Internationale. On entend une interview diffusée par RFI. Ici Paris, RFI, Radio France Internationale. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous écoutez l'émission Mémoire de l'exil. Et nous continuons notre conversation avec le professeur Nicolae Balotta. On parlait tout à l'heure du goulag roumain, moins connu que le soviétique, mais qui a été dans les années 50 tout aussi redoutable. Vous étiez en train de nous dire qu'à cette époque, les prisons roumaines bourrées d'intellectuels étaient aussi des vrais lieux d'apprentissage et de résistance culturelle. Et vous nous parliez de la prison de Sighet, ville située en Transylvanie, au nord de la Roumanie, à quelques kilomètres seulement de la frontière avec l'Union soviétique. Oui, en 1958, j'étais enfermé dans la prison de Sighet. J'étais dans la même cellule avec 3 autres détenus politiques. On était tous condamnés à des peines lourdes pour... La prison de Sighet était pleine d'intellectuels. C'était dur. On nous exterminait en fait à petit feu. Mais on essayait de résister mentalement. Je me rappelle qu'on se donnait des leçons de grec ou de philosophie. Et parfois on s'amusait aussi. Il fallait rire pour ne pas devenir fou. Je me rappelle par exemple une nuit où on nous a raconté de mémoire la cantatrice chauve de Ionesco. On l'a même joué là, dans la cellule. C'était un poète, Sergiu Penegaro, qui avait d'ailleurs traduit la pièce. Et ça nous a paru si drôle qu'on a ri comme des fous, là, dans notre cellule étouffante. On a ri comme on n'avait jamais ri auparavant. Si jamais Ionesco nous écoute maintenant, voilà, c'est ça que je voulais lui dire, cher Eugène. Je pense que jamais personne, nulle part, ne s'est tellement amusé avec ta cantatrice chauve comme on l'a fait, nous,
une nuit d'hiver dans une des cellules de la plus terrible prison roumaine. Je voulais que tu le saches. L'appartement de Vera, la sœur du poète. Le poète frappe à la fenêtre. Vera! Vera, ouvre! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis foutu! Qu'est-ce qu'il y a? Mais je sais pas. Qu'est-ce que tu fous ici? Je suis foutu, on va Mais m'arrêter! ne crie pas comme ça, tu es fou. Entre. Vera lui ouvre la porte, le poète entre. Il est dans un état lamentable. Ils vont m'arrêter. Qui t'a dit ça? Je peux pas te le dire. Mais on va m'arrêter, je suis sûr. Quand? Ah, je sais pas, aujourd'hui, demain, de toute façon, c'est prévu. Plutôt demain matin, je pense. Mais qu'est-ce que tu fous ici? Pardonnez-moi, j'ai besoin d'un café. Mais c'est pour ça que tu viens nous réveiller à 3 heures du matin pour un café? J'ai peur. Et j'ai envie de vomir. Tu as encore bu toute la nuit comme un trou, Serge. Mais non, je te jure. Je me suis baladé avec une dame. Une dame très bien. Elle est française. Et je lui ai appris quelques mots de roumain. Tu délires, Serge. Mais qui t'a dit qu'ils vont t'arrêter? C'est peut-être une blague. Non. Ils vont m'arrêter pour de bon. Et je sais aussi pourquoi. Pourquoi? Le mari de Vera lui apporte un café. J'ai pissé sur la statue de Staline. J'ai mal à la tête. Marcel, t'as pas une goutte de vodka? Tiens. Oh, mon frangin. Mais depuis qu'on était petits, je n'ai eu des problèmes avec toi. J'ai la trouille. T'avais pas une valise? Pourquoi faire? Ben, c'est que... il faut que je me prépare. On m'a conseillé d'avoir ma valise déjà préparée. Mais je n'ai pas de valise. D'habitude, ils viennent t'embarquer à 5 heures du matin. Le mari de Vera apporte une valise. Tiens, prends-la. Il faut le camp d'ici. Je ne veux plus te voir. Attends, Marcel. C'est quand même mon frère. Moi, je n'ai rien à voir avec lui. Moi, j'ai 3 enfants à nourrir. Je ne suis venu que pour vous demander de me prêter une valise. Bon, allez, calmez-vous. Serge, ne pars pas. Attends, prends ça. Vera, ce sont mes chaussettes. Arrête, Marcel, ne m'énerve pas. Serge, fais attention à toi. Et si on t'arrête, ne fais pas le clown. Tu n'as rien fait de mal. Et puis, Marcel, apporte-moi ton pull beige en laine. Oh non, je ne lui donne pas mon pull beige en laine. Mais si, tu lui prêtes ton pull beige en laine et ton manteau d'hiver doublé. Oh non, je ne veux pas lui prendre le manteau. Mais si, tu vas prendre ce manteau et cette chapka. Voilà. Bon, maintenant, tu vas chez toi. Tu as du dentifrice? Du dentifrice, j'en ai. Bon. Rentre chez toi maintenant. Tiens, prends cet argent. Non, de l'argent, j'en ai. Et comment ça se fait que tu as de l'argent? On m'a payé pour un poème patriotique. Allez, laisse-nous dormir maintenant. Va chez toi, mais ne bois pas, hein. Et rase-toi, d'accord? Viens que je t'embrasse. Oh, mon frangin, que Dieu te protège. Plus tard, le poète devant un miroir se rase tout en parlant avec ses fantômes habituels. On sonne à la porte. J'arrive. Devant la porte, il y a 2 rhinocéros. Vous êtes là. Un petit instant, ma valise est préparée. J'arrive. Je vais seulement dire au revoir à mes amis. Il prend sa valise, il s'adresse aux personnages invisibles pendant qu'un vent très fort pénètre par la porte. Vous entendez ce vent? Il s'appelle Krivat. C'est le vent froid de la plaine de Valachie. Mais il me plaît ce vent. Il ne m'effraie pas. Comme vous le disiez, monsieur Camus, dans l'un de vos carnets, le vent, c'est l'une des rares choses propres au monde. Au revoir, monsieur Camus. Au revoir, monsieur Ionesco. Je ne peux pas m'empêcher de vous citer, vous aussi. La rhinocérite est la carapace que développent les gens pour éviter d'avoir un véritable échange avec les autres. Merci. Merci de m'avoir appris cette chose essentielle. Au revoir, monsieur Ionesco. Le poète part avec les 2 rhinocéros. Un grand temps. Voix chuchotée dans le noir d'une cellule. Maître Steinhardt, vous dormez? Non. Ça veut dire quoi? Héréo. Hérétique? Bravo, vous avez un 10 sur 10. Mais dites-moi quelques préfixes grecs. Anti, épi, para, pro. Quelques mots grecs utilisés comme préfixes. Aéro, anthropo, archéo, auto, biblio, bio, chromo, chrono, cosmo, crypto. Ça veut dire quoi, crypto? Ça veut dire caché. Très bien. Maître Rossetti. Oui. Dites-moi
Argonne. Maître Steinhardt. Pléonasme, pathologie, paranoïa. J'ai déjà dit paranoïa. Maître Steinhardt, vous avez perdu un point. 3 mots d'origine grecque qui commencent par un M. Ménopause. Mathématiques. Mégalopole. Avec un S. Symbole. Schizophrénie. Sperme. Bravo, maître Rossetti. Je suis fier de vous avoir comme élève. Des mots avec un O. Bon, moi je vais dormir. Bonne nuit. Et comment dit-on bonne nuit en grec? Calix nixta. Alors, moi je vous dis Calix nixta. La porte s'ouvrant fait découvrir une cellule avec 2 lits superposés. 2 détenus dorment dans le lit d'en bas et un détenu dans le lit d'en haut. Garde à vous! Les 3 détenus sautent de leur lit. Voilà, espèce de couillon. Vous avez un nouveau copain. Le poète est poussé à l'intérieur. Le gardien sort, la porte se referme, silence. Le poète est visiblement très perturbé. Il s'installe par terre, le dos contre le mur. Vous venez d'où? De Bucarest? Pause. Vous êtes arrivé aujourd'hui? Oui? Déjà jugé? Non? Alors pourquoi vous êtes ici? Je sais pas. On vous a arrêté quand? Il y a 2 semaines. Ne restez pas comme ça, le dos collé contre le mur, vous allez prendre froid. Le poète ne bouge pas. On vous a tabassé un peu. Oui, on m'a cassé 2 dents. Ne restez pas comme ça, les murs sont humides. Montez, on n'a pas le choix. En bas, il y a déjà 2 personnes. Merci, merci. Le lit est très étroit. En fait, il n'y a pas de place pour 2. Il faut dormir sur le côté. Venez, je vous explique. La meilleure solution, c'est de dormir dos contre dos. Comme ça, on se réchauffe mieux. Je pense que vous êtes seulement en transit. On ne vous a pas jugé. J'en sais rien. C'est normal. Parfois, il vous trimballe. Il ne faut que vous trimballez d'une prison à l'autre. Dormez. Ici, la nuit est très courte. À 5 heures du matin, on doit être debout et on doit rouler le matelas. Chaque minute de sommeil compte. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous êtes tout transpirant. Vous avez de la fièvre. Je ne crois pas. Alors pourquoi vous tremblez? Je saigne du nez. Je ne sais pas pourquoi, mais votre voix m'est familière. Votre voix aussi, mais familière. Je pense qu'on s'est déjà rencontrés. C'est possible. Vous avez fait des études universitaires? Oui. Où? À Bucarest? À Bucarest. Moi aussi, j'ai étudié à Bucarest. À l'université? Oui. Alors, on a dû se rencontrer à Bucarest. Moi, j'étais à la fac des lettres. Moi aussi. Vous êtes de quelle promotion? 1938. Mais j'avais redoublé une année. Meloiano à la littérature française. Ça, c'est la totale. On a donc été dans la même classe? Meloiano à la littérature ancienne. Oui, un peu bègue. Et Stefanescu à la littérature comparée. Tancred Philémon au latin. Noica à la philosophie. Oui, Noica à la philosophie. Toujours à vous obliger à apprendre l'allemand et le grec afin que vous maîtrisiez les concepts de la réflexion. Ce chiant de Noica. Incroyable. Incroyable. Invraisemblable. Fantastique, on est comme dans une pièce de Ionesco. Ionesco, il a commencé à écrire du théâtre. Mais vous êtes qui au juste? Je ne vous reconnais pas. Je suis ton prof de philosophie, espèce de bon à rien de poète maudit. Je suis Constantin Noica. Non. Mais si, monsieur Sergio Penegaro. Je vous reproche d'avoir gâché presque tous vos talents. Oh, je suis vraiment content de vous retrouver. Encore, on n'a pas le droit de bavarder la nuit. Incroyable. Monsieur Noica, je vous ai beaucoup apprécié. C'est bon, mes amis, je le connais. On peut lui faire confiance. Tu sais, on est toujours méfiant. Parfois, il nous envoie des espions, des provocateurs. Tu as l'honneur de partager la même cellule avec un ancien ministre et avec notre plus grand juriste à l'heure actuelle. Monsieur Rossetti, vous dormez? Oui, je dors. Laissez-moi tranquille, je connais monsieur Sergio Penegaro. J'ai lu ses poèmes inspirés par les surréalistes dont je n'ai jamais rien compris. Bon, c'est qui le président de la France en ce moment? Il s'appelle René Coty. Mais il paraît que De Gaulle reviendra au pouvoir. Ah, c'est bien. Si De Gaulle revient, c'est bien. Il fera quelque chose pour nous. Il ne fera rien. Il n'y a que les Américains qui peuvent faire quelque chose. Monsieur Penegaro, est-ce qu'il y a encore des partisans? J'ai entendu dire qu'il y a encore des poches de résistance dans les campagnes. Le maître Steinhardt, il croit toujours en la justice, espère que les Américains viendront un jour dans les Balkans pour nous libérer. Foutaise. Mais si, ils viendront. Ça ne peut pas continuer comme ça.
Non, ils ne viendront jamais. C'est fini. Vous connaissez peut-être une bonne blague nouvelle? Ça fait un petit moment que je n'ai pas entendu une blague récente. Celle avec la tête de Staline sur le timbre-poste, vous la connaissez? Ah non. Alors, un citoyen soviétique achète plusieurs timbres avec l'effigie de Staline. Après un moment, il retourne furieux au bureau de tabac et dit « Mais ça, c'est du vol, c'est inadmissible, ces timbres ne collent pas. » Et le vendeur lui répond « Vous ne crachez pas sur le bon côté, camarade. » Ah, elle est bonne! Ah, ça fait du bien! Elle est bonne, mais elle n'est pas nouvelle. En 1938, elle circulait déjà en Allemagne, mais c'était de l'effigie de Hitler. Et après 1950, elle a circulé aussi en Espagne. C'était les timbres à l'effigie de Franco qui ne connaît pas. Dis, poète, pourquoi tu es là? Tu as voulu renverser la République populaire? Non, mais j'ai pissé un soir sur la statue de Staline. J'étais ivre-mort et j'avais des hallucinations. Oh, et il faut qu'on dorme maintenant, hein? La cantatrice chauve s'approche du poète et lui caresse les cheveux. Je suis poursuivi par un personnage de Ionesco. Vous le voyez? Allez, allez. Oui, oui. Allez, bonne nuit, poète maudit. Demain, tu nous réciteras tes poèmes. C'est une cantatrice chauve. Il m'obsède, ce personnage. J'ai traduit toutes les pièces de Ionesco. Ah, il va bien, Ionesco? Je l'ai eu comme collègue au lycée Saint-Sava à Bucarest. Merci, madame. Merci d'être venue. Vous voyez bien que tout est fiction ici, chez nous. Et les autres? Tu as des nouvelles de Sioran? Oui, Sioran a publié 3 livres chez Gallimard. Et Mircea Eliade? Il y a 2 ans, il a publié un formidable livre, Le sacré et le profane. Mais cette dame qui me caresse en ce moment, vous la voyez? Je ne suis pas fou. Oui, oui, on la voit. Allez, on dort. Elle s'appelle La cantatrice chauve. C'est une pièce de Ionesco. Une drôle de pièce. Dormez, monsieur Pénégarou. Hein. Vous allez nous raconter le reste demain. À mon avis, vous êtes mal barré. Un peu plus tard, le rêve du poète dans la cellule. Il a le regard fixe. La cantatrice apparaît à la fenêtre. Je voudrais vous dicter un poème. Je peux? Oui, monsieur Pénégarou. Vous avez de quoi écrire? J'ai une craie blanche. Ça va? Oui. Merci, madame. Mais j'écris où? Sur le mur. Directement sur le mur, si vous pouvez. Très bien, monsieur le poète. Je vous écoute. On entend le bruit insupportable d'une sorte de craie géante qui crie sur un tableau géant. Des yeux. Tu en as eu, oui, 1 million, avant d'en avoir que 2. Et avant d'avoir un seul cœur, tu as eu 1 million de cœurs. Oui, 1 million. 1 million de jambes, tu as eu avant de n'avoir que 2 jambes. Et avant de n'avoir qu'une langue, tu as eu 1 million de langues. Voilà, c'est comme ça. Avant d'avoir seulement 2 mains, 2 poumons, un seul coup, tu as eu 1 million de mains, 1 million de poumons, et 1 million de coups, et 1 million d'ailes, tu as eu, oui, 1 million, avant de n'en avoir aucune. Ça vous plaît, madame? Madame, vous êtes toujours là? Lorsque je ferme les yeux, je me retrouve tout de suite à Montparnasse ou à Saint-Germain-des-Prés. En fait, c'est là que je vis. Gilles, Saint-Exupéry, Malraux ou Camus au Lille, Beckett, Man Ray ou Giacometti à la Coupole, Matisse, Dali et Picasso au Dôme. Vous savez, pour nous les Roumains, Paris est en quelque sorte notre patrie mentale. Pas la France, seulement Paris. Si un jour j'arrive à la gare de l'Est, je sais exactement ce que je voudrais faire tout d'abord. J'irai voir Sartre et Simone de Beauvoir au De Mago. Vous savez, il y a eu un temps où l'on pouvait prendre l'Orient Express à la gare de Bucarest et 36 heures après, on descendait à la gare de l'Est à Paris. Entre les 2 guerres, la Roumanie était riche. On disait ici que tout berger ou tout paysan qui possédait au moins 200 moutons pouvait se permettre d'envoyer un enfant faire ses études à Paris. Vous m'inviterez un jour au théâtre de la Huchette, madame. Là où vous
n'apparaissez jamais. Tous les soirs. Oui. Le juge entre brusquement dans le rêve du poète. Debout, citoyen Sergio Penegaro. Je ne peux pas, camarade le juge. Le lit est tellement étroit que si je bouge, je vais réveiller mon professeur. Lisez-moi la sentence comme ça, qu'on ne se formalise pas trop. Vous êtes condamné pour outrage et indécence dans l'espace public. Mais non, camarade le juge, soyez plus précis. Dites que je suis condamné parce que j'ai pissé sur la statue de Staline. Ta gueule, Sergio Penegaro. Je n'ose pas te condamner parce que tu as pissé sur la statue de Staline. Pour ça, on devrait te fusiller. Ce détail, le fait que tu aies pissé sur la statue de Staline, place Staline à Bucarest, ne figure même pas dans le dossier d'instruction. Tu es condamné pour ivresse, pour gestes indécents et pour violation des règles de circulation à Bucarest. C'est pas juste, c'est pas juste. Non, j'exige qu'on me condamne parce que j'ai pissé sur la statue de Staline. Tu es encore condamné pour cosmopolitisme, pour détention de livres et documents interdits en provenance de l'étranger, pour contact régulier avec un certain nombre d'ennemis déclarés de la Roumanie vivant à l'étranger. Non, 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 j'ai reconnu que j'ai pissé sur la statue de Staline. J'ai tout avoué, c'est écrit dans le procès-verbal des interrogatoires. Non, ça ne figure pas dans le procès-verbal. Tu es encore condamné pour insulte adressée en public à notre poétesse nationale, Vengola Corboreanu. Ça alors, mais qu'est-ce que je lui ai dit? Oh, ça c'est trop, ça. Tu as dit que tu voulais la baiser. De toute façon, elle couche avec tout le monde. C'est son affaire, c'est privé, camarade Penegaro. Vengola Corboreanu est notre poétesse la plus connue, la plus récitée. Ses poèmes patriotiques figurent dans tous les manuels scolaires. Elle a eu 3 fois le prix national de poésie. 2 fois. 3 fois, je te dis. Et depuis que tu es en tôle, elle a encore raflé un prix. Donc, ce n'est pas bien de te moquer en public de notre plus grande poétesse. Tu risques d'encaisser 3 ans rien que pour ça. Bon, dis-moi exactement comment ça s'est passé à l'Union des écrivains. Tout Bucarest en parle. Et rien ne s'est passé, c'était un jour comme tous les autres. Je suis venu manger à midi et... Mentez! Mitzi! Mitzi entre aussi dans le rêve. Je suis là, camarade le juge. Raconte à la cour exactement ce qui s'est passé il y a 3 semaines au resto de l'Union des écrivains. Le camarade écrivain Penegaro est venu et il s'est installé à une table et il y avait vraiment beaucoup de monde. Non, mais c'était vraiment plein parce que la camarade Vengola fêtait la sortie d'un nouveau recueil de poèmes. Patriotique. Qui s'appelle Nous, le soleil, le parti. Et puis, Mitzi, raconte la suite. Et puis, après le premier verre de vodka, le camarade Penegaro a crié très fort, mais très fort. Hein. Ah, Vengola, Vengola, comme je voudrais te baiser. Et puis? Et tout le monde s'est tu dans le resto, mais Vengola n'a pas répondu et tout le monde s'est remis à boire et à manger, et voilà. Et puis, 10 minutes après, notre camarade Penegaro a recommencé, c'est vrai? Oui. 10 minutes après, le camarade écrivain Penegaro a crié de nouveau très fort « Ah, Vengola, Vengola, comme je voudrais te baiser !» Et la camarade Vengola? La camarade Vengola n'a pas répondu à la provocation. Ça a été encore une fois le silence glacé, et puis tout le monde s'est remis à boire et à manger. Et le camarade Penegaro? Le camarade a bu encore 1 ou 2 verres de vodka, et puis pour la 3e fois, il a crié « Vengola, je n'en peux plus, je dois te baiser maintenant !» Mais cette fois, camarade Vengola est devenue furieuse. Elle s'est levée, elle est venue devant camarade Sergiou et lui a dit « Tu veux me baiser? Avec quoi, espèce d'alcoolo? Je veux voir ta queue d'abord, mets-la sur la table, maintenant !» Et le camarade Penegaro? Le camarade Penegaro a crié très fort vers moi « Mitzi, emmène ici, s'il te plaît, encore 2 tables !» Voilà, et tout le monde s'est mis à rire dans le restaurant. Camarade Penegaro, comment avez-vous osé vous moquer d'une camarade dont les poèmes sont publiés presque tous les jours à la première page de l'organe du parti? Vous êtes un réactionnaire invétéré, camarade Penegaro. Et en plus, jamais aucun de vos poèmes n'a répondu aux exigences du réalisme socialiste et de la littérature engagée. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que je pourrais dire, camarade le juge? C'est grave. Regardez aussi le tas de rapports que j'ai sur vos blagues politiques.
vous ne cessez de colporter et d'inventer des blagues. Non, là, je suis formel. Hein. Je n'ai jamais inventé aucune blague. Hein. L'année passée, vous avez raconté rien qu'au resto de l'Union des écrivains 387 blagues politiques. Regardez, toutes ont été transcrites. Vos camarades nous ont tout rapporté. À propos, la blague sur le type qui invente des blagues, vous la connaissez? Non. Et je la raconte? Oui. Ça se passe en République démocratique d'Allemagne. La Stasi veut à tout prix mettre la main sur celui qui invente les blagues. Après 1000 filatures, écoutes, arrestations et ainsi de suite, la police découvre que toutes les blagues partent d'une même personne, un vieillard de 89 ans. Alors on l'arrête, mais comme le type est vraiment très âgé, on commence à l'interroger en douceur, et le chef de la police lui demande gentiment pourquoi il fait des blagues. Et le vieux monsieur répond « Oh bah, tout simplement, je peux pas m'arrêter. J'en faisais déjà à l'époque de l'empereur. J'ai continué au temps de la République et encore plus au temps de Hitler. Mais aujourd'hui, lui dit alors le commissaire, aujourd'hui c'est différent. C'est le peuple qui détient le pouvoir et nous construisons le monde le plus juste et le plus merveilleux qui ait jamais existé. » Et le vieillard répond « Celle-là aussi, elle est de moi !» Oh, qu'est-ce que je fais avec toi, camarade Pénégarou? Pour toute cette accusation, la loi prévoit entre 3 et 7 ans de prison. Je ne peux pas ne pas te condamner, Serge, parce que je risque moi-même la prison. 3 ans, ça ira? Oh, mettons 4, comme ça il n'y aura pas de soupçon sur nous. Non, moi je vais me débrouiller. Hein. Bon, si tu dis que 3, c'est passable, mais tu vas t'en sortir. La cellule au matin. Les co-détenus sont au garde à vous devant le commandant. Je vous pose encore une fois la question. Pourquoi avez-vous ri toute la nuit de samedi à dimanche? Alors? Vous n'avez rien à dire? Détenu Pénégarou, je t'ai posé une question. Oui, camarade le commandant. Alors, j'attends une réponse. Ça n'a pas été toute la nuit, camarade le commandant. Tu te moques de moi, camarade détenu? Non, camarade le commandant. Mais si, tu te moques de moi, camarade détenu. Non, camarade le commandant. Mais si, vous avez osé rire à sanglots dans un pénitencier communiste. Vous avez osé rire comme des fous dans une prison d'État, dans un lieu de rééducation. Qu'est-ce qui vous a fait rouler par terre de rire jusqu'à 4 heures du matin? Détenu Pénégarou, je t'écoute. On a raconté des souvenirs. Vous avez raconté des souvenirs. Oui, on a... Ta gueule! Je sais que tu mens, espèce de vermine réactionnaire. Je vous pose encore une fois la question, à tous. Pourquoi vous avez ri bruyamment jusqu'à 3 heures du matin? Si je n'ai pas tout de suite la bonne réponse, je vous envoie tous les 4 en régime strict d'isolation pendant 2 mois avec de l'eau et du pain sec une fois tous les 2 jours comme régime alimentaire. Alors? Vous avez raconté des blagues politiques, n'est-ce pas? Non. Non, pas du tout. Oh, c'est ma faute. J'ai raconté une pièce. Une pièce? Oui, une pièce de théâtre. Une pièce de... Quoi? Une pièce de théâtre qui se joue au théâtre. Vous 4, vous vous moquez de moi. Non, camarade le commandant. Et moi, je n'aime pas qu'on se moque de moi. Camarade le commandant, on ne se moque jamais de vous. On n'oserait pas se moquer de ceux qui assurent notre rééducation. Pénégarou, viens ici. À vos ordres, camarade le commandant. Donc, tu racontais quoi, là? Je racontais une pièce de théâtre que j'avais lue avant d'être arrêté. Et pourquoi elle riait comme ça? Parce que c'est très comique, camarade le commandant. Bon, alors, tu me racontes tout ça, moi aussi? Bon, c'est une pièce un peu différente. Hein. On appelle ça le théâtre de l'absurde. Théâtre de l'absurde. Ici. Non, en effet, il n'y a que l'auteur qui est roumain. Mais j'ai traduit ça du français. Ça se joue à Paris. Ça se joue à Paris? Oui, ça se joue à Paris. Mais c'est pas vrai, je rêve. Vous êtes tous des imbéciles ou des inconscients. Vous racontez ici, chez moi, dans ma prison, un truc qui se passe à Paris. C'est ça? Bon. Sortez-moi le texte, sinon je vais vous
faire fouiller à fond jusqu'au trou du cul et jusqu'au boyau. Mais non, la pièce, on l'a pas. J'ai raconté tout ça de mémoire. C'est une pièce que j'ai traduite du français. Du français? Mais oui. Et où est-ce que tu as appris la langue française? Non, je suis professeur de français. Au lieu de servir la langue de ta patrie, tu traduis le français. C'est qui l'a créé? Il s'appelle Ionescu. Ionescu? Oui, Ionescu. Ionescu et comment? Ionescu Eugène. Et vous l'avez connu où? Non, moi je ne l'ai pas connu. Alors qui l'a connu? Je veux savoir qui est ce Ionescu. C'est un écrivain d'origine roumaine qui vit à Paris. À Paris? En France, à Paris. Comment il faut entrer en contact avec lui? Il n'est pas en contact avec lui. Hein. J'ai lu seulement sa pièce, c'est tout. Tu as lu seulement sa pièce? Oui. La ferme. Le commandant fait les 100 pas. Bon. Vous êtes donc en contact avec des agents basés à l'étranger. Camarade commandant, hein, on a ri parce que la pièce était une pièce comique, c'est tout. Et elle s'appelle comment cette pièce? La cantatrice chauve. La cantatrice chauve. Oui. Et vous trouvez ça comique? Elle est comique parce que, comme je disais, elle est un peu absurde. Et vous riez d'une pièce absurde dans une prison de haute sécurité. Racontez-moi l'histoire. C'est l'histoire d'un couple de bourgeois qui rend visite à un autre couple de bourgeois. C'est presque tout. Il y a aussi une camériste qui terrorise tout le monde et un pompier qui n'a aucun feu à éteindre. Oui. Je viens de rire. Le commandant ouvre un dossier. Vous avez commencé à rire vers 11h du soir et à 2h du matin. Vous avez ri sans cesse pendant 3 heures. Vous avez éclaté de rire tous les 4 en même temps, environ 115 fois. Ça veut dire que vous avez éclaté de rire toutes les 2 minutes. Je veux savoir pourquoi! C'était parce que on a joué aussi la première scène, dans le noir. Vous avez joué la première scène? Oui. 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 Bon. Alors vous allez me rejouer ça. Exactement comment vous l'avez fait cette nuit. Les 4 détenus rejouent la scène. Bing, 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 bing. Tiens, il y a 9 heures anglaises. Pas prier! Et on a ri à cause de l'horloge anglaise. Quelle horloge? Mais c'est dans la pièce, il y a une horloge anglaise qui frappe des coups anglais. Encore une fois. Les 4 détenus rejouent la scène. Bing, 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 bing. Tiens, il y a 9 heures anglaises. Mais l'huile de l'épicier du coin est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier d'en face. Mary a bien cuit les pommes de terre anglaises. Le yaourt est excellent pour l'estomac, les reins, l'appendicite et l'apothéose. Mais non, seule la marine est honnête en Angleterre. Bing, 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 bing. Tiens, il y a 2 heures anglaises. Bing, bing. Tiens, il y a 10 heures anglaises. Pourquoi? Parce qu'on vient de frapper à la porte. Ce n'était pas la pendule, c'était la sonnette. De toute façon, il n'y a personne à la porte lorsque la pendule frappe 7 coups anglais et on sonne à la porte. D'ailleurs, il n'y a jamais personne à la porte lorsqu'on frappe à la porte. Vous vous moquez de notre régime. Mais non. Vous vous moquez de notre République populaire. Vous vous moquez de... Où est-ce que vous avez eu le texte? Mais on n'a pas eu le texte. On a improvisé. Ici, dans une prison roumaine. Le commandant continue sans le son, pendant que le poète s'adresse directement au public. Hier, lors de la promenade dans la cour, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. On m'avait sorti tout seul dans la petite cour. Dans la petite cour, on est obligé de tourner en rond à pas égal sans s'arrêter. Donc, comme je disais, on m'avait sorti tout seul. Je tournais en rond dans la cour, heureux de respirer enfin de l'air frais et pur, heureux aussi de regarder le ciel. J'avais tourné déjà une dizaine de fois, quand brusquement j'ai aperçu quelqu'un devant moi. Un homme sorti de nulle part, habillé en costume de ville. Comme moi, il regardait de temps en temps le ciel, il marchait d'un pas égal et de temps en temps il agitait ses bras comme pour se dégourdir. Nous avons fait comme ça 3 ou 4 tours en silence. Tout à coup, il a tourné pendant 1 seconde la tête et j'ai pu voir ainsi son profil. Et en plus, il m'a adressé un clin d'œil. Oui, ce monsieur sorti de nulle part
c'était bel et bien Ionesco. Ionesco se promenant avec moi dans la cour de la prison. Mais quel cadeau précieux, quelle forme sublime d'extase. Tout autour de nous, je voyais un énorme essaim de répliques, 1000 répliques que j'adorais d'une façon viscérale, qui m'avaient libéré l'esprit et qui tournaient maintenant en cercle. Je ne comprends pas comment Ionesco avait fait pour venir là, avec mes répliques préférées. Par exemple, l'automobile va très vite, mais la cuisinière prépare mieux les plats. Ou bien, ne soyez pas dindon, embrassez plutôt le conspirateur. Ou bien, mon oncle vit à la campagne, mais ça ne regarde pas la sage-femme. Ou encore, je ne peux pas tout faire car je n'ai pas 7 mains et je ne suis pas une vache. Mon cœur battait très fort et je ne voulais surtout pas être pris pour un fou et qui sait être privé plus tard de mon droit à la promenade. J'étais comme transporté en transe, presque en train de m'envoler, comme dans une peinture de Chagall, quand j'ai entendu... Détenu Pénégarou, ta promenade est finie. Détenu Pénégarou, je t'ordonne de t'arrêter et de regagner ta cellule. Détenu Pénégarou, t'es sourd, merde. Un bureau du directeur de la prison. Détenu Pénégarou, entre. Assieds-toi. Tu veux une cigarette? Merci, camarade le commandant. Bon, regarde. Ça, c'est ton dossier. Épais le dossier, hein? Écoute, Sergio Pénégarou, je vois que tu es poète. Bon, mais oublions ça pour le moment. Ce que je veux tout d'abord, c'est te donner un conseil, en tant qu'homme, parce que nous sommes aussi des hommes. Oublie que je suis le directeur de cette prison, voilà. Oublions 2 minutes qui nous sommes. Moi, j'oublie que tu es détenu politique, et toi, tu oublies que je suis... nous, les êtres humains. Et ce que je te demande en tant qu'être humain, c'est de ne pas te moquer de moi. Tu piges? Oui. 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 Écoute, Sergio Pénégarou, pourquoi, bon Dieu, j'ai l'impression que tu te moques de moi lorsque tu dis oui. Je ne sais pas, camarade commandant. Moi, je n'ai rien fait. Moi, je suis un détenu modèle. Hein. Tout ce que je veux, c'est sortir d'ici. Tu veux sortir d'ici, mais ton dossier est lourd, très lourd. Camarade commandant, je suis ici depuis bientôt 3 mois et je n'ai même pas été jugé. Vous trouvez ça normal? Et toi, tu trouves ça normal de pisser sur la statue de Staline? J'étais ivre-mort, je ne savais pas ce que je faisais. Écoute, Pénégarou, tu as fait une chose si grave que nos juges n'osent même pas te juger, tu comprends? Normalement, ils auraient dû t'envoyer directement devant le peloton d'exécution. Voilà ce qu'ils auraient dû faire. Mais je le répète depuis 3 mois, j'étais ivre-mort. Et en plus, t'as crié vive Staline. Donc, tu savais ce que tu faisais. Mais je ne faisais que pisser, pas que je ne faisais que passer par là. À 2h du matin, je venais de sortir d'un resto, et j'avais envie de pisser, c'est tout. Mais pourquoi, bon Dieu, tu n'as pas pissé juste devant le resto? Mais parce que il y avait une dame dans le resto. Alors, j'ai préféré passer par hasard devant la statue de Staline, et c'est alors que... Arrête tes conneries. Tu ne passes pas par hasard à 2h du matin devant une statue qui se trouve en plein milieu d'une place de 10 000 mètres carrés. Tu vois bien que tu te moques de moi. Non, mais je ne me moque de personne. Moi, je suis malade, j'ai froid tout le temps, j'ai encore perdu 2 dents. Voilà mes problèmes. Tout ce que je veux, c'est qu'on me laisse sortir. Bon, va marcher. Tu m'aides et moi je t'aide. D'accord? D'accord. Je peux t'envoyer par exemple à l'infirmerie. Tu auras un lit à toi, tu mangeras mieux, tu pourras consulter un médecin. Oui, s'il vous plaît. Mais dis-moi, qui est la cantatrice chauve? Sergio Pénégarou, arrête ton cirque et écoute-moi bien. Je sais que c'est un nom de code. Je sais. Non, c'est le nom d'un agent infiltré. Tous les noms de code sont comme ça. Dis-moi qui se cache derrière ce nom de code. La cantatrice chauve apparaît derrière le poète. Elle reste inexistante pour le commandant. Allez, Serge, dis-le lui. Pourquoi vous me faites ça? Quoi? Non, rien, je suis fatigué, je parle tout seul. C'est pas vrai, monsieur le commandant. Vous m'avez foutu dans la merde, madame. Vraiment. Pénégarou, j'ai travaillé pendant 10 ans pour les services secrets. On avait tous un nom de code. Même les enfants savent ça, que les espions travaillent sous la couverture d'un nom de code. Il y a eu une époque où mon nom de code était la tarentelle. J'ai eu un copain dont le nom de code était la loutre. Oh, comme j'étais fier de mon nom de code, la tarentelle, comme ça sonne si bien.
Le nom de code, c'est toujours important. On s'identifie, ça motive. C'est pour ça que j'aime bien la cantatrice chauve. Une belle trouvaille. Donc, dis-moi, qui est la cantatrice chauve? Oui, c'est un agent infiltré. Maintenant, on parle la même langue. Donc, agent infiltré français, j'imagine. Dis oui, dis oui. Oui, c'est ça, français. Ce sont plutôt les britanniques? Dis-lui que tous les noms dans la pièce sont anglais. En effet, oui, ce sont plutôt les Britanniques, oui. D'ailleurs, tous les noms de la pièce sont anglais. Même la pendule est anglaise. C'est-à-dire? Madame Smith, Monsieur Smith, Madame Martin et Monsieur Martin, ils sont tous anglais. Donc, c'est un nom de code qui couvre un groupe? Oui. Oui. Et il y a aussi le pompier et aussi la bonne. 6, donc. Oui. Oui, 6. Est-ce qu'il s'agit d'un parachutage? Tout à fait. tout à fait. Par les Carpates? Oui. Oui, Pour aider les poches armées de résistance. Les poches, oui, anglaises. absolument. Et ton contact, c'est Ionescu. Ionescu, Eugène. C'est lui. Donc, la cantatrice souffle, c'est plutôt le nom de code d'une opération. À 100%, oui. En effet. Regarde-moi bien, Sergio Penegaro. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec les préparatifs des Américains pour entrer dans les Balkans? C'est carrément l'arrivée des Américains. Anglais. Ma gueule? Oui. Non. Dis oui. Mais laissez-moi tranquille, madame. J'ai dit non. Mais t'es complètement ahuri, toi! Tu parles à qui? Quelques mois plus tard, au parloir de la prison, Mitzi a apporté un colis. Vous avez maigri, camarade Sergio. Mitzi, ne me dis pas que tu es réel. Il m'arrive d'avoir des hallucinations. Tu es venu me voir, moi, c'est ça? Mangez, camarade Sergio. Tout ça pour moi? Et on t'a laissé venir me voir? Oui. Avec toute cette bouffe? Oui, c'est Noël, c'est normal, même dans une prison. Oh non, Mitzi, ce n'est pas normal. Depuis que je suis ici, aucun de mes camarades n'a eu le droit de recevoir des visites ou de la nourriture. J'avais apporté aussi une bouteille de vodka, mais on me l'a retenue au contrôle. Oh, Mitzi, je rêve. Oh, Mitzi, touche-moi pour que je sache que je suis éveillé. Je vous ai toujours admiré, camarade Sergio. Tu m'as toujours admiré. Et c'est pour ça que tu prends des risques et tu viens me voir. Oui, Et pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? parce que vous étiez toujours ivre. Et c'est pour ça que tu es venu ici. Parce qu'ici, enfin, je suis obligé d'être sobre. Oui. Mitzi, tu es adorable. Est-ce que tu t'es mariée? Maintenant, Alors je suis prêt à t'épouser. vous rigolez, camarade Sergio. Je sais que je suis un peu bête. Tout le monde me considère un peu bête. Vous aussi, d'ailleurs. Et c'est vrai que je n'ai jamais été bonne à l'école. Quand les camarades sont venus pour choisir des jeunes paysans pour les envoyer à l'école de la littérature, on m'a choisi parce que je chantais bien des beaux chants traditionnels. Mais j'avais dit d'ailleurs au camarade qui m'avait sélectionné. Je lui avais dit que je savais seulement chanter, mais que je ne comprenais rien à la littérature. Mais il a considéré que j'étais un élément simple et que la nouvelle société avait besoin d'écrivains sortis directement de la base. Ici, tu m'as rendu heureux. Aucune femme n'a jamais fait autant pour moi. Et maintenant, je suis chef de salle. Au resto? On t'a promu? Oui. Oh, bravo, Mitzi. Ah, je suis fier de toi. Et j'ai sorti aussi un livre. Un livre? Oui, le voilà. Resté bouche bée, le poète feuillette le livre. C'est un livre de contes pour enfants. Et on t'a dit que j'ai le droit de le garder? Oui. Ce sont des contes que j'ai entendus quand j'étais petite. C'est ma grand-mère qui me les racontait. Elle était une inventeuse de contes, ma grand-mère. Moi, je n'ai jamais su inventer quoi que ce soit, mais j'ai une bonne mémoire. Mitzi, ça c'est le premier livre que je touche depuis 2 ans. Tu sais, Mitzi, je voudrais te serrer dans mes bras. Je reviendrai, camarade Sergio. Et vous avez le salut des autres serveuses et du camarade Chapira. Celui qui s'occupait du buffet? Oui, il a beaucoup de pouvoir, vous savez. Tout le monde vient chez lui pour acheter un paquet de beurre ou un saucisson sec. En ville, vous savez, on ne trouve plus rien. Et même les camarades écrivains qui sont membres du comité central viennent chez Chapira pour acheter de la bouffe. Alors, c'est lui qui a réussi à... Mais dis, Mitzi, tu es venu avec combien de kilos de saucissons pour combler ton parloir? Une bonne trentaine. Il y a aussi du café, du chocolat. Mitzi, dis à Chapira que je n'oublierai jamais tout ça. Vous nous manquez, vous savez. Le resto sans vous n'est plus le même. Même les délateurs et les balances sans lui. Et l'autre jour, la camarade Vengola a dit à haute voix devant tout le monde, il me manque ce con. Alors, s'il
s'il te plaît, à la camarade Vengola qu'elle me manque, elle aussi. Je vais lui dire. Ah, elle m'a dit aussi à l'oreille de vous dire que le dégel arrive. C'est elle qui t'a dit ça. De me dire que le dégel arrive. Oui. D'ailleurs, tout le monde m'a dit de vous dire toutes sortes de phrases. Par exemple, il y a du Picasso en l'air. Il y a du Picasso en l'air. Ou bien, Ionesco a reçu Blizzard. Si t'as dit ça, Aurel, Oui. Ionesco a reçu le visa. Et j'ai d'autres messages. Oh, mais je voudrais aussi vous poser une question. Oui. Mais je n'ose pas car, comme je suis un peu bête... Bon, vous savez, les gens au resto, ils rient encore et se racontent la blague que vous avez faite... Quand quand vous avez dit à camarade Vengola que vous vouliez la... La baiser? Ben, moi, en effet, j'ai jamais vraiment compris quand vous m'avez demandé d'amener encore 2 tables. Qu'est-ce que vous avez voulu dire de juste? Longue pause. Le poète s'efface une larme. On ne sait pas très bien s'il rit ou s'il pleure. Mais si tu ne portes pas par hasard une perruque? Non. Oui, ce sont tes cheveux naturels. Oui, pourquoi? Ionesco a reçu le visa. Mitzi disparaît. Quelques mois plus tard, une cellule. Le poète converse avec la cantatrice chauve. Oui, madame? Je vous dérange? Je suis en train de rédiger une lettre. On m'a conseillé d'adresser une lettre directement au premier secrétaire général du Parti communiste. Voulez-vous que je vous la lise? Oui. Camarade premier secrétaire général du Parti communiste roumain, j'attire votre attention sur mon cas. Écrivain, poète et traducteur, ancien membre de l'Union des écrivains, je suis maintenu en détention sans jugement depuis 3 ans pour la seule raison d'avoir pissé un jour sur la statue de Staline à Bucarest. Mais je tiens à préciser que j'ai commis ce geste hautement symbolique, incité par le rapport présenté par le camarade Khrouchtchev lors du 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Comme vous le savez, le camarade Nikita Khrouchtchev, en tant que premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, a dénoncé avec vigueur la mauvaise gestion de la construction du communisme par Staline, ainsi que son côté paranoïaque qui l'a poussé à exécuter des centaines de milliers de membres de partis fidèles à la cause marxiste-léniniste. Je vous prie de considérer, chers camarades, premier secrétaire général du Parti communiste roumain, que c'est dans cet esprit que j'ai pissé sur la statue. Et pour montrer que j'adhère totalement à cette analyse faite par nos grands frères de Moscou. Voilà la raison pour laquelle je vous demande, chers camarades, que mon cas soit réexaminé. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est bien. C'est même très bien. Je pense que Ionesco aimerait beaucoup votre lettre. Vous croyez, oui? Oui. Je vais essayer de lui glisser demain lors de la promenade. Il est tellement gentil. Tous les jours à l'heure de la promenade, il surgit dans la cour. Parfois, il y a aussi André Breton qui vient, ou même Beckett. Un jour, on était une dizaine à faire la ronde. Moi, Ionesco, Beckett, Sioran, Lautréamont, Michaud, Zara, Jarry. Ils étaient tous avec moi, tous. Même Sartre. Ah, ça m'a fait d'ailleurs plaisir de le voir, lui, Sartre, dans la cour de cette prison. 90% des détenus sont francophones et plus de la moitié ont fait avant la guerre leurs études en France. Mais vous pleurez, madame la cantatrice chauve? Oui. Je suis très touchée. Vous m'évoquez si souvent, moi, un personnage qui n'existe même pas. Oui, mais parce que je vous aime, madame. J'aime tellement votre absence. Vous représentez pour moi, en quelque sorte, l'idéologie. Dans une société idéale, l'idéologie devrait être aussi discrète que vous. Quelle idée vous avez eue il y a 3 ans de me faire entrer dans la pièce. Dans la pièce que vous racontiez à vos collègues de cellule. Et madame, en tant que détenue politique, j'ai toutes les libertés. Puis, comme je racontais tout de mémoire, il fallait s'attendre à ce que je fasse des erreurs. S'il vous plaît, faites-moi entrer. Encore. Rêve mêlé à la réalité. On dirait que le poète fantasme sur une mise en scène
cantatrice chauve et la leçon fusionnent. Tout se passe dans la cellule. Le Judas pourrait être un élément précieux de scénographie. On entend un bruit bizarre qui rappelle le cri d'un homme torturé. La bonne ouvre. Une femme ensanglantée fait irruption dans la cellule, en quelque sorte comme le personnage de l'élève dans la pièce de Ionesco La Leçon. La bonne ouvre. Entre la cantatrice chauve en apportant une énorme horloge. Elle a les cheveux en feu, comme les girafes de Dali qui ont les crinières en flammes. Elle avance. Brusquement, la cantatrice chauve lâche l'horloge qui tombe par terre et se casse en plusieurs morceaux. Long silence. Voici votre temps brisé, monsieur. Maintenant, vous êtes libre. La cantatrice chauve donne un baiser au poète. Ensuite, elle ramasse les morceaux de la pendule cassée et les remet dans ses bras. L'appartement de Vera. Le poète frappe à la fenêtre. Vera, Vera, ouvre! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis libre! Serge, c'est toi? Mais qu'est-ce qu'il veut? Il est libre! Mais qu'est-ce que tu fous ici? Je suis libre! C'est pas comme ça, tu es fou! Entre! Vera lui ouvre la porte. Le poète entre. Ils m'ont laissé partir! Quand ça? Et hier soir, j'ai pris le train de nuit, je suis venu directement à Bucarest. Et qu'est-ce que tu feras maintenant? Ah ben je sais pas, dormir, je veux dormir. Où sont tes dents, Serge? J'ai besoin d'un café, un vrai café. Enlève ton manteau, assieds-toi. Oh mon Dieu, j'ai envie de vomir. Il fait trop chaud chez vous. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as ici? C'est une horloge cassée. C'est elle qui me l'a donnée. Qui? Tu délires, Serge? Elle est venue finalement me sortir de là. Je sais pas comment elle a fait. Et qui? Le mari de Vera lui apporte un café. Oh, j'ai la trouille, j'ai peur de rêver. Oh, tenez, je vous rends la valise. C'est quoi ces morceaux d'horloge? Tu les as trouvés où? C'est mon temps brisé. D'après ce qu'elle a dit. Allez, calme-toi. Tu vas te reposer. Mange et puis je te prépare un lit. Non, il faut que je parte. Je vais dormir au théâtre. On m'a nommé secrétaire littéraire dans un théâtre, vous savez. Serge, ne pars pas, attends! Attends! Marcel, ton pull beige en laine, il est totalement déchiré. Ce n'est pas grave. Je vous laisse, elle m'attend. Les têtes géantes des deux secrétaires de la commission. Camarades membres de la commission de la planification éditoriale, j'ai lu avec beaucoup d'attention les pièces d'Eugène Ionesco traduites en langue roumaine par le camarade Sergiu Penegaro. Voici nos conclusions. Certaines des pièces écrites par l'écrivain d'origine roumaine Eugène Ionesco méritent notre attention. L'une de ces pièces, par exemple, Rhinocéros, pourrait être considérée comme une belle métaphore de la lutte antifasciste. Nous considérons aussi que nous devons accorder beaucoup plus d'importance à certains écrivains contemporains français. N'oublions pas que la France est dotée d'un très fort parti communiste frère, peut-être le plus fort de l'Europe occidentale. Donc, on propose la publication en Roumanie d'un recueil de pièces d'Eugène Ionesco, même si ces pièces ne respectent pas les principes du réalisme socialiste. Mais comme a souligné notre premier secrétaire du Parti communiste, le camarade Nicolae Ceausescu, notre société socialiste se trouve dans une phase de consolidation. Nous n'avons pas peur d'un échange culturel avec certains pays de l'Europe occidentale. Nous n'avons donc pas peur des pièces d'Eugène Ionesco, mais on devra quand même préparer des préfaces adéquates avec des explications adéquates lors de leur publication. Une troupe est en train de finir une générale de la pièce de Ionesco Rhinocéros devant la commission du ministère de la Culture. On entend les dernières répliques. Contre tout le monde, je me défendrai. Contre tout le monde, je me défendrai. Je suis le dernier homme, je le resterai. Jusqu'au bout, je ne capitule pas. Merci. Pause, s'il vous plaît. Applaudissements anémiques du directeur du théâtre qui a assisté à la générale. Le directeur s'approche du poète. Étonnant. J'ai jamais vu une chose pareille. Oui. Il est formidable, ce Ionesco. Oui. Oh, c'est bien, c'est bien. Et ta traduction, Serge, c'est bien. Quoique... Quoi? C'est très bien. J'espère que ça va passer. Voilà, moi, j'ai rien de spécial à dire. C'est sans doute un début de réussite pour une pièce si difficile. On
verra ce que la commission va dire. Ça sera pas facile, je te l'annonce. Écoute, la pièce se joue en Pologne, en Tchécoslovaquie, il y a eu 1000 représentations en Allemagne. Oui, mais écoute, tu sais que je t'admire beaucoup. Tu m'as dit que c'est une pièce antifasciste. Voilà, j'ai introduit dans le répertoire une pièce antifasciste. C'est bien. C'est bien pour notre pays qui a lutté contre le fascisme. Mais il se passe que moi, personnellement, je vois pas très bien les fascistes dans cette mise en scène. Et j'ai bien peur que la commission... Pourtant, c'est très clair, ce sont les rhinocéros. C'est clair peut-être pour toi, parce que tu es poète et parce que tu as traduit la pièce. Et pour le spectateur ordinaire, c'est pas aussi clair que ça. Moi, je crois que ceux qui sont censés représenter les fascistes devraient porter des swastikas, par exemple. Je sais pas, des petites moustaches à la Hitler. Au moins devant la commission. Ils ont déjà des têtes de rhinocéros. Une tête de rhinocéros, sur une tête de rhinocéros, c'est pas marqué fasciste. Et en plus, nous sommes un théâtre de la jeunesse. N'oublie pas que la spécificité de notre théâtre. Il y aura des centaines d'enfants dans la salle, et les enfants aiment les rhinocéros. Ça leur fait pas peur. Même certains adultes, tu verras. Ils vont s'amuser sans très bien comprendre que ces rhinocéros sont dangereux. Moi, je pense donc qu'il faut encore un petit effort au niveau de la scénographie, plutôt, et des costumes. On va quand même pas rajouter des moustaches à la Hitler aux têtes de rhinocéros. Tu sais, quand la commission va exprimer ses inquiétudes idéologiques, ce sera trop tard. C'est mieux si on agit en amont, pour ne pas donner lieu à des confusions. Il faut se mobiliser pour trouver des solutions. À part ça, oui, bon, à part ça, il n'y a presque rien. Sauf, il faut aussi faire attention au langage des signes. Tu m'écoutes? Je t'écoute. Dis-moi s'il y a des signes qui te gênent. Bon, disons, je ne fais que réfléchir. Au début, lorsque le premier rhinocéros fait son apparition, explique-moi pourquoi la serveuse, lorsqu'elle crie « Oh, un rhinocéros !» montre avec sa main le fond de la salle. Parce qu'elle voit un rhinocéros dans cette direction. Un rhinocéros invisible, dans le public. Si tu veux, c'est une manière d'impliquer le public. Ah non, mon cher Serge. N'implique pas notre public dans cette histoire, non. Je sais ce que la commission va dire. Notre public est formé de gens qui ont une grande conscience révolutionnaire. On ne peut pas confondre notre public avec un public de rhinocéros. L'intention... Non, notre public n'a rien à voir avec ce qui se passe dans cette pièce. Il faudra qu'on demande à la comédienne de refaire la scène. Bon, Mirella, viens s'il te plaît. Rejoue s'il te plaît la scène où tu vois le premier rhinocéros, mais ne montre plus vers le public. La comédienne répète la scène en criant « Oh, un rhinocéros !» en montrant le jardin. Ah, c'est pas bien. C'est pas bien. Je te dis, c'est pas bien. Si elle pointe du doigt le côté jardin, c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce qu'elle montre en effet la direction du siège du comité central du Parlement. Ah oui, c'est évident. Et ça risque de provoquer des interprétations gênantes. Vraiment, je sais que tu me considères un peu chiant, mais il faut qu'on fasse nous-mêmes attention avant que la commission ne s'exprime. Sinon, Ionesco n'aura jamais le visa de la commission. Jamais. Au moins dans cette forme. Mais d'accord. Mirella, tu veux répéter ça, mais tu ne montres plus dans cette direction-là. La comédienne répète la scène en montrant du côté court. Non, ça marche pas non plus. Pourquoi? Non, pas dans cette direction. Il ne faut pas qu'elle montre le côté court, parce que là se trouve l'ambassade de l'Union soviétique. Tu n'as pas en tête le plan Bucarest. Mais ne me regarde pas comme ça. Je ne fais que te dire ce que la commission dira. Comment pouvez-vous travailler, camarades metteurs en scène, sans avoir en tête le plan de notre capitale avec l'emplacement en espace de nos principales institutions? Bon ben, Mirella, montre s'il te plaît vers le fond de la scène. Non, exclu. À ce côté-là se trouve le ministère de la Défense. Tu veux qu'on dise que la comédienne fait allusion aux militaires de notre pays qui défendent tous les jours avec héroïsme les frontières de notre pays socialiste? Est-ce qu'elle peut montrer vers le ciel? Vers le ciel? Dans un pays athée? Moi, je propose qu'elle reste immobile. Mirella reste immobile. Qu'elle ferme aussi les yeux. Finalement, c'est une pièce historique, non? Le fascisme a été vaincu, donc elle se souvient d'une histoire du passé. Mirella, ferme les yeux. Elle ferme les yeux. Noir.
une nuit au restaurant de l'Union des écrivains. Mitzi, je suis mort. Ne parlez pas, camarade Penegaro. On a appelé le SAMU. L'ambulance doit venir d'un moment à l'autre. Que se passe-t-il, Mitzi? Vous avez encore passé la nuit dans le resto. Et ce matin, quand je suis arrivée, vous étiez plein de sang. Du sang? J'ai vomi du sang? Un peu, oui. Et mon passeport? Oh, j'espère que je n'ai pas taché de sang mon passeport. Cherche dans ma veste, Mitzi. Est-ce que mon passeport est bien propre? Oui. Ah. Et mes billets de train? Oui. Tu sais que je pars à Paris cette nuit. Nous partons en tournée. On va jouer Rhinocéros à Paris, devant Ionesco. Qu'est-ce que tu veux que je te rapporte de Paris, Mitzi? Un rouge à lèvres parfumé. Un rouge à lèvres parfumé. C'est promis. Je vais t'apporter un rouge à lèvres parfumé. C'est tout? Oui. Pourquoi je ne peux pas bouger mes bras, Mitzi? Je ne sais pas, monsieur Serge. Mais ne vous agitez pas, l'ambulance est en route. Tu te rends compte, Mitzi? Demain, à midi, je serai à Vienne et le lendemain matin à Paris, à la gare de l'Est. Et tu sais ce que je vais faire une fois arrivé à la gare de l'Est? Non. Je vais aller à Montmartre. Tu sais ce que c'est, Montmartre? Non. C'est une petite colline. De la gare de l'Est, je vais aller à pied et monter à Montmartre. Je vais regarder Paris d'en haut. Voilà. Il ne faut pas que j'oublie d'acheter des cigarettes, Mitzi. Vous parlez trop, monsieur Serge. Et puis je vais descendre par les petites ruelles et par les escaliers. Je vais aller à Saint-Germain-des-Prés pour boire un café aux Deux Magots. Laissez-moi vous retirer cette chemise. Ouais. Mais il faut que j'aille à Paris avec une chemise propre. Tu sais ce que c'est, un magot? Voilà, l'ambulance est arrivée. Restez tranquille, je vais leur ouvrir la porte. Mitzi sort. Doucement, l'atmosphère devient irréelle. Dans le bistrot surréaliste, les bocaux géants s'éclairent. Mitzi revient. Mitzi, j'ai un peu froid. Pourquoi t'as appelé une ambulance? Je veux pas aller à l'hôpital. Je dois aller plutôt à la gare. Non, mais ça ne me dérange pas d'aller à la gare en ambulance. Hein. De toute façon, ce n'est pas l'ambulance qui vient d'arriver. C'est une voiture de déménagement. Ils ont dû faire une erreur. J'ai appelé une ambulance et on m'a envoyé une voiture de déménagement. Qu'est-ce que tu dis? Voiture de déménagement? Mais c'est la bonne alors. Il faut que j'appelle de nouveau. Restez tranquille. Non, Mitzi, n'appelle pas, c'est pas la peine. Si c'est le déménagement, c'est que c'est la bonne voiture. La lumière baisse. Une cigarette s'allume dans le noir, devant le bocal où se trouve l'image de Ionesco. C'est vous, maître. Vous êtes venu finalement. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux. La cigarette de Ionesco se déplace, on dirait, toute seule dans le noir. C'est comme si Ionesco lui-même s'approchait du poète. La sensation d'être sur une terrasse parisienne. Quand même beau Paris. Mais si on va réellement à Paris, il nous reste quoi comme rêve? Lorsqu'on est un esprit optimiste, Paris c'est une ville qu'on doit éviter à tout prix. Pour pouvoir réellement fantasmer sur Paris, il faut tout d'abord être ferme avec soi-même et n'aller jamais à Paris. Les déménageurs reviennent. Boire un café à Paris sur une terrasse, c'est déjà un acte culturel. C'est une forme d'extase. C'est vrai que si la France disparaît un jour, on devra la reproduire ailleurs, par des petites parcelles un peu partout, sur tous les continents, dans tous les pays. Et à tous ces gens si différents, qui auront besoin d'un style de vie pour être heureux, il faudra leur donner un nom. Eh bien, on les appellera Français. L'un des déménageurs apporte un cendrier. La cigarette de Ionesco s'écrase toute seule dans le cendrier. Merci pour cette balade et pour ce moment, Monsieur Ionesco. Bavarder avec vous, dans un café, à Paris, c'est la chose la plus merveilleuse qui m'est arrivée de toute ma vie. Le poète écrase lui aussi sa cigarette dans le cendrier. Les déménageurs continuent leur travail. Ils emportent les cendriers, les tasses, la table, la chaise vide de Ionesco,
la chaise sur laquelle a été assis le poète, et finalement emporte aussi le poète. La scène reste vide. La cantatrice chauve n'apparaît pas. Fin. Et nous de l'entendre. Voilà, c'est ce texte